Alors, avec le support là, que vous avez devant les yeux, nous allons essayer avec Olivier et Samuel de vous présenter donc, ce master enseignement du français à l'étranger, parcours premier degré, que nous avons le plaisir d'ouvrir à la rentrée de septembre 2021. Donc, à qui s'adresse ce master? Il s'adresse à des personnels qui sont en poste dans des établissements français à l'étranger, mais qui ne disposent pas de concours de recrutement de professeurs de l'éducation nationale. Donc, cette année, nous avons l'immense plaisir d'avoir 32 inscrits. Donc, vous le voyez hein, sur les réseaux MLF America, qui est le premier réseau avec lequel nous avons eu la chance de travailler. Nous avons ensuite ouvert au réseau Espagne, et cette année, nous travaillons avec des personnels qui sont en poste au Maroc, à Abidjan, en Égypte, en Italie, au Togo et au Kosovo. Donc vous voyez que cette diversité, cette richesse de lieux d'exercice nous permet, nous, en tant que formateurs et formatrices, de proposer des travaux coopératifs, collaboratifs et des échanges qui apportent énormément dans la formation. Sur les différentes diapos que je vais vous présenter, et là je vais laisser la parole à Olivier, peut-être que certains points ne seront pas réellement clairs pour vous, donc n'hésitez pas à prendre des notes. Notre leitmotiv de toute l'année, ça sera « Il n'y a pas de questions bêtes ». Donc notez tout ce que vous voulez et on y répondra au mieux à la fin du diaporama. Donc Olivier, je te laisse la parole sur cette partie. Alors, peut-être donc expliquer comment ça se passe. Donc, on a dans un premier temps un moment qui va se faire à distance. Hein. Donc, on vous accueille sur une plateforme et puis on vous explique un petit peu comment va se dérouler la formation. On va rentrer dans les détails après. Et finalement, les différents travaux se font soit en individuel, soit en mode coopération. Et on vous emmène petit à petit jusqu'à un moment où il y aura un regroupement, normalement en présentiel. Et ensuite, on continue l'année comme ça et on va vous développer les différents outils qu'on utilise. Donc la formation, vous le voyez, elle est centrée autour des compétences professionnelles déjà en place. Hein, vous êtes nombreux à avoir un parcours professionnel, un itinéraire déjà de vécu extrêmement riche. Donc on part de ce que vous êtes, de ce que vous avez comme compétences pour pouvoir les prendre en compte, les développer, vous en apporter de nouvelles et en fin d'année, vous permettre de les mettre en évidence à l'occasion d'une soutenance d'un objet qu'on évoquera tout à l'heure qui s'appelle le portfolio. Quelque chose qui nous tient réellement à cœur, c'est la question de la coopération. Même si vous êtes à distance, si vous êtes isolés dans des établissements et éloignés les uns des autres, on essaye au maximum de vous faire travailler en groupe. Alors, des outils de la plateforme nous permettent de faire ça, mais on vous propose également de travailler à partir de travaux collaboratifs, d'échanges, d'interactions, de réunions en visioconférence en petits groupes et évidemment, au moment du regroupement à mi-parcours, on travaille sur cette question de la coopération. Alors, j'ajouterais, Cécile, qu'on est aussi très sensible au côté différenciation, c'est-à-dire que vous venez tous avec des parcours différents, des expériences différentes, vous exercez dans des lieux très, très différents et on est très, très vigilant avec les équipes de la MLF de tenir compte de ces contextes-là, de les prendre en compte dans votre formation, mais également de développer des échanges parce que ça nourrit aussi les différentes expériences que vous allez vivre au moment de la formation et dans les années futures. Donc, on l'a indiqué, un aller-retour entre la pratique et la théorie. Les contenus qu'on va vous proposer au sein de ce master, on vous proposera de les mettre en pratique et ensuite de les analyser en étant accompagné par un tuteur ou une tutrice ou vos formateurs. Donc, c'est vraiment cette idée d'alternance intégrative et d'aller-retour entre les éléments issus de la recherche, les contenus de cours, mais ce que vous choisissez de mettre en place et d'analyser qui vont vous permettre de progresser. Alors, les unités d'enseignement qui sont proposées dans ce master, Julie, je vais te laisser présenter la première UE, qui est celle qui est gérée par la mission laïque française. Alors, la première unité est une unité en fait qui se veut une unité de contextualisation, apprendre à faire classe et à fonctionner dans un environnement plurilingue, ça s'apprend. Il y a tout un tas d'éléments et de postures et de gestes qui sont différents. Donc, avec les personnes qui sont ici présentes, à savoir Jérôme Train, Audrey et puis d'autres qui nous rejoindront l'année prochaine, je n'oublie pas ni Abdessamel ni François, nous vous accompagnons sur cette unité un peu particulière. Alors, je vois Cécile qui a marqué UE.
Mais on nous a dit juste avant qu'on ne parlait plus d'UE, mais de UC. Alors, le master, il est organisé autour de 6 UE, mais ça, je ne sais pas si Samuel va en parler. On met la question de côté. Mais il y a une première unité d'enseignement qui est une unité d'enseignement du ouais, programme. je recherchais le micro. Effectivement, Christophe, tout à l'heure, a un peu cafouillé sur l'explicitation. Le master est bien articulé autour de 6 UE, dans laquelle on trouve des EC, donc des éléments constitutifs de ces UE. Parfois, l'UE ne contient qu'un EC et parfois, elle en contient plusieurs. Donc, c'était juste un élément de langage, mais voilà, on est bien sur une articulation du master 1 autour de 6 UE qui sont chacune associées à un bloc de compétences travaillées dans le master. Merci. Donc, la deuxième UE parle d'elle-même, hein, l'explicitation, donc concevoir des situations d'enseignement, les conduire et les évaluer. C'est essentiellement ce qu'on va travailler dans cette UE-là. Questionner le fait, qu'est-ce qu'enseigner, qu'est-ce qu'apprendre, qu'est-ce qu'enseigner l'oral, qu'est-ce qu'évaluer l'oral, qu'est-ce que travailler en coopération. Beaucoup d'éléments. C'est une UE qui va courir tout au long de l'année parce que c'est l'élément, le fil rouge, le fil conducteur de toute votre année de formation. Dans l'UE 3, c'est l'élément qu'a évoqué Olivier, vous apprendre à prendre en compte, comme nous le faisons avec vous, la diversité des publics que vous avez en face de vous, et également prendre en compte le contexte interculturel, l'altérité, qui fait la spécificité des établissements français à l'étranger. Dans l'UE 4, un point qui souvent est délicat, notamment lors d'une reprise d'études, apprendre à utiliser, à trouver et à mettre en pratique des résultats issus de la recherche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous aidera à reprendre, à faire. Retrouver dans la littérature scientifique et professionnelle des éléments qui peuvent vous servir pour votre pratique et qui pourront enrichir et alimenter votre portfolio. L'UE5, Samuel, je vais peut-être te laisser en parler plus spécifiquement parce que c'est une UE que tu animes en partie, la question de l'analyse de l'activité. Voilà, dans l'UE5, il s'agit de vous outiller sur l'analyse de l'activité, donc l'analyse de l'activité enseignante et l'analyse de l'activité des élèves, puisque vous avez un portfolio à réaliser en fin de formation et que dans ce portfolio, on vous demande à la fois de déposer des traces de votre activité enseignante et aussi des traces de l'activité de vos élèves. Donc ça, c'est une première chose, mais surtout, on vous demande d'essayer de mobiliser des concepts généralement de sciences de l'éducation, pour analyser sa pratique. Alors les concepts, on aura le temps de les présenter, mais ce sont ceux qui sont partagés par les scientifiques de sciences de l'éducation, mais aussi par l'éducation nationale française et par d'autres établissements de formation, je pense notamment dans des pays francophones surtout. Donc l'idée, c'est vraiment bien de vous présenter des concepts qu'on appelle scientifiques de sciences d'éducation qui vous permettent d'analyser votre pratique et celle de vos élèves. Alors Olivier, l'UE6. Donc l'UE6, donc communiquer en situation professionnelle en direction des différents acteurs, partenaires et promouvoir ses actions. Donc là, ça va être un moment où vous allez finalement rassembler dans un document des éléments de la formation, donc des choses que vous aurez vues dans les différents éléments de la formation, des choses qui viennent de vos expériences à vous, de ce que vous faites également dans vos classes, et un moment où vous allez finalement rassembler tous ces éléments-là dans un portfolio que vous allez présenter. Alors, l'organisation de l'année, ça c'est quelque chose qui souvent vous questionne parce que vous avez à la fois, vous, une vie professionnelle, une vie personnelle à gérer et on sait combien il est délicat de mener tout de front. Donc, la façon dont va s'organiser l'année du master est la suivante. En fin septembre, vous aurez une réunion de rentrée en visioconférence durant laquelle vous aurez une première prise de contact avec tous les enseignants qui font partie du master, les référents Mission laïque française et le groupe complet d'étudiants. En octobre, place au maestro de la FOAD, Olivier, donc qui vous permet de prendre en main la plateforme de cours.
Alors, durant cette prise en main, vous aurez donc diverses activités à mener. Olivier, je te laisse en dévoiler Oui, une donc peu. là, quand on vous fait atterrir un petit peu sur la plateforme, on commence à prendre connaissance de la plateforme et surtout, on commence à prendre connaissance entre les stagiaires, puisque Cécile l'a assez longuement développé, hein. On essaye très très vite de vous sortir de l'isolement, un petit peu de l'isolement dans la formation, hein. Vous n'êtes pas forcément isolé dans vos établissements, mais donc pour vous faire travailler ensemble, vous faire travailler en réseau, pour finalement que l'on développe ces échanges. Donc finalement, septembre jusqu'à octobre, ça va être vraiment de vous mettre en confiance, de vous amener dans cette formation-là pour commencer généralement fin octobre par donc ces premiers éléments de formation qui vont vous accompagner tout au long de l'année. Alors, le calendrier, on a essayé de l'échelonner au mieux, même si on sait que, encore une fois, par rapport au calendrier de vos établissements, aux échéances que vous avez à respecter, ce n'est pas toujours complètement adapté. Donc, sachez qu'on fait au mieux et qu'on s'adapte à vos situations personnelles. Donc, de novembre à fin janvier, les différentes UE vont s'ouvrir de manière échelonnée. En février aura lieu un regroupement à mi-parcours. De mars à fin mai, on poursuit ce travail qui est proposé dans le cadre des UE, et on commence à élaborer le portfolio. Donc le portfolio, comme l'a évoqué Olivier, il est commencé au cours du regroupement à mi-parcours. On vous explique l'esprit, son organisation, vous commencez à définir les différents axes, et ensuite, vous poursuivez ce travail de portfolio de mars à fin mai. Fin mai, soutenance du portfolio, et juin, 2 jurys, un jury inspe durant lequel on délivre le diplôme de Master 1, et jury MLF, durant lequel vous avez délivré la certification MLF. Donc voilà l'organisation de toute l'année de Master. Les points forts et nos principes, l'accompagnement des étudiants et des étudiantes dans tout leur parcours de formation, sous la forme d'abord d'un double tutorat. Donc vous êtes accompagné tout au long de l'année par un tuteur ou une tutrice inspe, avec lequel vous avez des rendez-vous tutorat en visio, des échanges mails réguliers et peut-être une rencontre au moment du regroupement à mi-parcours de formation. Et vous avez également un tutorat avec un référent MLF qui vous accompagne également dans votre pratique de classe et qui vient vous visiter à 2 reprises dans la classe pour vous permettre d'analyser votre séance, d'avoir un regard sur votre pratique et de définir des axes de travail, d'approfondissement qui pourront peut-être être les axes du portfolio. Et puis, accompagnement également avec vos pairs à travers ce travail en groupe collaboratif d'étudiants. Les évaluations, donc vous avez échelonné différents travaux intermédiaires qui sont non évalués mais formatifs, comme ce que vous pouvez faire avec vos élèves, et par UE, un devoir évalué par compétence. Vous mènerez des travaux individuels et des travaux collaboratifs, et vous aurez bien sûr le support principal de l'évaluation de votre master, qui sera ce portfolio de formation, qui sera à la fois évalué sur son contenu et à la fois évalué lors de la soutenance. Les différents contenus de la plateforme, je ne vais peut-être pas les développer maintenant parce que j'aimerais vous présenter 2 retours d'expérience d'étudiants des années précédentes. Vous avez des contenus de cours qui se trouvent sous forme de vidéos, ce qu'on appelle des diaporamas enrichis, c'est-à-dire que c'est un diaporama comme celui que je suis en train de vous présenter, mais sur lequel le formateur ou la formatrice parle, et vous pouvez stopper la vidéo pour pouvoir y revenir et prendre des notes. Et enfin, on vous apporte une sélection de ressources scientifiques et professionnelles qui vous permettent d'enrichir vos connaissances sur les différents contenus du UE. Alors, j'ai bien conscience que tout ce qu'on a évoqué avec vous est très dense. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre quelques instants là pour prendre quelques notes ou indiquer des questions sur le chat. Et ensuite, on va vous présenter 2 retours d'expérience. Une expérience d'un étudiant de l'an dernier qui travaillait au Mexique et une expérience d'une étudiante de cette année qui est à Abidjan. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël et cette année j'ai eu la chance de réaliser le diplôme universitaire formation initiale qualifiante proposé par l'INSPE de Caen ainsi que la mission laïque française pendant que j'étais professeur des écoles au lycée français international de Querétaro, se situant au Mexique. Si j'ai choisi de réaliser ce diplôme universitaire,
c'est parce que moi, j'étais issu d'un diplôme servant à devenir professeur d'éducation physique et sportive, et je ne me sentais pas toujours très à l'aise au sein de ma classe, bien que j'ai enseigné pendant 3 ans au sein de cette école. Je ne me sentais pas toujours très à l'aise avec mes élèves parce que j'avais le sentiment qu'il me manquait certaines bases. Et c'est pas toujours facile aussi de se retrouver face à des enfants, des élèves qui sont en primaire et pour certains d'entre vous qui sont encore plus petits. J'ai donc choisi il y a 1 an de passer ce diplôme et je pense que ce diplôme m'a aidé dans un premier temps en reprenant un petit peu toutes les bases de l'enseignement, en nous réapprenant ou en nous apprenant totalement pour certains à observer et à chercher dans les textes institutionnels pour réaliser ces programmations, réaliser ces séances, réaliser ces séquences. Au point de vue de mes séquences aussi, le diplôme universitaire m'a été très bénéfique parce qu'il permet de proposer certaines questions, certaines interrogations que tout seul, personnellement, je ne me serais pas réellement posé. Donc, en travaillant sur ces nouvelles questions, sur ces nouveaux points de vue, ça m'a permis d'élargir assez considérablement ma façon de préparer mes cours, préparer ma classe, préparer mes séances, préparer mes séquences. Et au final, je sens que j'ai réussi cette année à me professionnaliser en tant qu'enseignant. Et je suis assez heureux parce que c'était vraiment mon objectif principal quand j'ai commencé cette formation. Je vous souhaite une bonne journée et surtout bon courage à tous ceux qui vont se lancer dans cette aventure. C'est pas toujours facile, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Bonjour à tous. Je suis enseignante au lycée Jean Mermoz d'Abidjan, Côte d'Ivoire, où je tiens la classe de CE1. J'ai été inscrite cette année au DU, formation qualifiante premier degré, afin de me recycler et d'améliorer ma didactique pour remédier aux apprentissages. Elle m'a permis aussi de pouvoir m'adapter aux difficultés et à l'hétérogénéité de ma classe. Je me suis recyclé et formé avec endurance. Merci aux formateurs, aux tuteurs. Au passage, je salue et remercie Cécile et Samuel qui ont été présents dans ma formation. Même si je ne suis pas allé tout le temps vers eux, mais je les sentais dans ma formation, à m'encourager ou à m'envoyer des messages. Merci aussi à ma direction, à M. Lessière qui m'a proposé à ce DU. Bon courage aux nouveaux étudiants. Voilà, nous en avons fini avec la présentation. Et je ne sais pas si Charlotte est arrivée dans la salle. Si, j'ai vu le Charlotte. Je suis là. Donc Charlotte, on va te laisser la parole. Et peut-être que c'est à toi que tout le monde va directement poser des questions puisque tu es en plein dedans et tu es présente aujourd'hui. Voilà, bonjour à tous, merci de m'accueillir. J'ai l'impression de faire un bond d'1 an en arrière parce que j'étais à votre place l'année dernière, à essayer d'avoir plein de réponses. Je les ai maintenant. Le DU, je reprends un peu sur le témoignage du jeune homme qui parlait avant. Moi, je ne viens pas du tout de l'enseignement. J'étais dans l'hôtellerie et ensuite, j'ai eu un poste de professeur de langue. Et le fait de faire ce DU, cette année, moi, j'ai une classe de petite section, m'a permis réellement de m'accorder une légitimité à être enseignante, savoir de quoi je parle et aller au-delà. C'est-à-dire pas me contenter d'une formation par mes pairs, réellement avoir des solutions pratico-pratiques et aller chercher plus loin. L'avantage de cette formation, c'est que moi, je suis en cycle 1, mais j'ai eu des devoirs à faire en cycle 2, en cycle 3. Donc, voir tous les programmes, ne pas rester focalisé sur sa classe et également aussi ça crée de l'interaction avec mes collègues sur place qui eux m'ont permis de rentrer dans leur classe, de voir comment ils fonctionnaient. Donc tout ça, ça tire vers le haut. Je tiens à dire aussi que oui, il y a une certaine endurance à avoir. Moi, je ne parle pas trop d'endurance, je parlerai d'organisation parce que si on est organisé, on s'en sort sans aucun problème. Voilà, moi je passe ma soutenance de portfolio vendredi. Il me semble que je suis dans les premières et c'est pas insurmontable du tout. Par contre, maintenant, moi, je sais que l'année prochaine, voilà, je passe sur un niveau de grande section CP. Et ben, je suis pas stressée parce que j'ai mon classeur avec tous mes cours, toutes mes notes et c'est réellement mon support et ça va pas être que pour cette année ni pour l'année prochaine. Je sais que ce sera vraiment sur le long terme. Et énormément de bienveillance aussi au sein de la formation.
parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu stressant de se dire je rends un devoir, je ne sais pas comment je vais être notée, comment ça va se passer. Voilà, on n'est pas sur l'école comme on a pu la vivre avant, on est vraiment sur une bienveillance. Et puis les travaux de groupe, je trouve, ont été extrêmement riches parce que je me suis retrouvée à découvrir des collègues qui en fait sont à 100 km de chez moi et d'autres qui sont à Abidjan, d'autres en Italie, et on a pu aussi organiser des projets pour l'année prochaine d'échanges épistolaires entre l'Italie. Voilà, c'est très très riche et on apprend un petit peu à déconstruire tout ce qu'on a appris pour reconstruire, et voilà. Donc j'ai qu'une chose à vous dire, c'est foncez et soyez bien organisés. Voilà. Merci Charlotte, c'est extrêmement touchant. Et Très touchant. peut-être que pour juste te préciser quelque chose, parce que je sais que toi, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et cette année, tu es en DU. Et je pense que Samuel te l'a peut-être dit, mais tu auras la possibilité, dans un an, si tu le souhaites, de t'inscrire en Master 2 pour valider un master. Et toi, c'était vraiment quelque chose qui te tenait à cœur. Donc, voilà. Ah oui. Ah oui, oui, là, ça me fait... Là, oui, oui, en Donc, effet. ça ne sera pas à la rentrée de septembre 2021, mais ça sera à la rentrée de septembre 2022. Mais je vais laisser Samuel peut-être en dire deux mots, et avant qu'on réponde aux questions par rapport à ce que tu viens d'évoquer. Oui, bah déjà, merci Charlotte d'avoir accepté. C'était sans contrainte, c'est pas moi qui fais la demande, donc voilà, il n'y avait pas de contrainte. Cécile était directement allée te voir. Je dis ça aux autres parce que j'étais le tuteur de Charlotte cette année, donc c'est pour ça. Donc oui, Charlotte, le master 1 ouvre. On aurait pu essayer d'ouvrir le master 2 dès cette année, mais on n'est pas prêt. Donc en fait, on va se réserver un an pour établir les contenus de formation de ce Master 2. Et ce qu'on a pris comme ligne directrice, c'est que celles et ceux qui avaient obtenu le DU, formation continue qualifiante premier degré, comme second degré d'ailleurs, un peu, je dis ça pour les collègues de la MLF, on allait les autoriser à avoir une exemption de M1 pour entrer directement en M2. Alors, ça ne te rattrapera pas le M1, mais ça te laissera la possibilité d'entrer en M2, donc qui s'organisera autour du mémoire, parce que c'est un master, donc il y a un mémoire, et puis autour aussi de langue vivante optionnelle, et une autre certification qui est portée par l'université qui s'appelle le CAPFE, le certificat d'aptitude à enseigner à l'étranger, et donc il y a une certification reconnue aussi par l'éducation nationale française. Donc on a ça dans ce Master 2 qui est pour un volume horaire un peu plus réduit, hein, 170 heures, même pas 100, si tu ne prends pas certaines options, ça peut descendre à 140 heures sur le M2 au lieu des 220 heures que porte le Master 1. Bon, ça ne te donne pas le M1, puisqu'on a dit qu'on, statutairement, les stagiaires se sont inscrits à un moment donné dans un diplôme, voilà, donc on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, effectivement, celles et ceux qui souhaitent s'engager dans la poursuite en Master 2, on les exempte de refaire le Master 1, étant donné qu'ils ont déjà eu effectivement le DU, et on part sur pour le coup, une possibilité d'avoir le Master complet en suivant le Master 2, mais pas pour la rentrée de septembre, ce sera pour la rentrée de l'année prochaine. Ce qu'on ne sait pas encore, il va falloir qu'on continue à échanger avec la MLF, c'est si c'est un financement en autonomie ou si c'est un financement qui peut être aidé par la MLF. Mais on part sur des coûts relativement équivalents. Alors, on aura l'occasion d'en reparler. Là, on va profiter de ta présence pour que tu répondes aux questions. Et une première question qui est assez difficile, je pense, mais tu vas essayer au moins de donner ton point de vue là-dessus. C'est Léa qui te demande, à ton avis, est-ce que tu peux donner un ordre de grandeur de ton nombre d'heures de travail par semaine? Alors oui, en effet, ça dépend de chacun, je pense, mais par semaine, je dirais que moi, cette année, j'avais la chance d'être à mi-temps. Et donc, je prenais peut-être un petit peu plus mes aises par rapport à la quotité horaire. Mais pour être tout à fait honnête, je dirais que je travaillais un minimum de 2 à 3 heures
par jour. Voilà. En cas de gros rush, pas en début d'année. En début d'année, c'était un petit peu plus léger. On a eu des gros rushs en décembre, on a eu en novembre et en janvier, février, où là, on était sur ce rythme soutenu-là, si on prenait un peu de retard. Après, lycée sur l'année, je dirais, il faut au moins être 1 heure, minimum 1 heure et demie dessus. Mais ce n'est que mon avis. Je pense qu'il y en a qui ont besoin de moins de temps que ça. Non, mais ce que tu évoques rejoint à peu près les évaluations qu'on fait à mi-parcours et en fin d'année. En règle générale, les étudiants parlent d'une dizaine d'heures par semaine. Alors, peut-être que toi, tu les répartis par jour, et d'autres personnes préfèrent consacrer le samedi après-midi et le dimanche, ou un après-midi dans la semaine. Voilà. Mais c'est à peu près ce qu'on a sur les résultats de questionnaire. Deuxième question. Bonjour, comment entre-t-on en contact avec nos tuteurs? On leur envoie des mails et la plupart du temps, dans un délai de 2 minutes, on a une réponse. Ça dépend des gens. Je mentionne aussi, on a les tuteurs, on a les référents aussi de la MLF qui sont très présents. D'ailleurs, je m'excuse auprès de ma référente de la MLF et de mon tuteur que j'ai pu peut-être harceler à certains moments, mais on a toujours une réponse extrêmement rapide. Et il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est nos collègues avec qui on fait le DU qui parfois vont pouvoir nous aider. Et nous, on a créé des groupes. On a créé des groupes pas forcément énormes, mais des groupes, des petits sous-groupes où on a vu qu'il y avait des personnes qui travaillaient au même rythme que nous, qui avaient peut-être les mêmes difficultés ou les mêmes facilités que nous. Et quelquefois, on échange tout simplement. Tu as compris cette consigne, des trucs tout bêtes, ou des fois, on se dit, je vais peut-être pas appeler mon tuteur pour dire, j'ai pas compris un truc dans la consigne. Ou voilà. Donc, sinon, par rapport au tuteur, on a une réponse extrêmement rapide. On envoie un mail ou certains passaient par la plateforme eCampus. Et on a mis en place, parce qu'on sentait une timidité les années précédentes par rapport aux visios. Et donc là, cette année, on a imposé un calendrier de visio au moins sur les 3-4 premiers mois, ce qui a permis en fait de faciliter les échanges de début d'année, et ensuite ça a fluidifié, enfin je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez Olivier et Samuel, mais je trouve que cette année en fait on a eu des relations très faciles avec les étudiants, parce que les années précédentes c'était plutôt de la timidité, ils avaient peur de nous déranger. N'hésitez pas à poser des questions ou à prendre la parole. Levez la main si vous avez si on vous voit sur les caméras. Par rapport au contenu du diaporama qui a été présenté, est-ce que certaines choses étaient peu claires, manquaient de précision ? Oui, moi je voudrais savoir, je suis Alban, je voudrais savoir au niveau de l'inscription, en fait, à partir du moment où on s'est inscrit, est-ce qu'on va recevoir un message validant notre inscription? Alors, je peux prendre la parole, Cécile? Tout le monde te regardait, Julie. Oui, c'est ça, j'attendais que tu répondes. Voilà. Donc, je parle maintenant sous le contrôle de Samuel, puisqu'il y a une deuxième étape. Alors, je vous explique. Ce soir, vous allez recevoir, et merci de poser la question, parce qu'on allait en parler. Ce soir, vous allez recevoir un petit email de ma part avec un récapitulatif de tout ce que vous avez toujours voulu savoir et vous devez savoir pour vous inscrire. Il ne faut pas vous inquiéter, dès lors que vous serez inscrite, il y a une plateforme et cette plateforme va vous tenir informé, où vous recevrez des emails pour vous dire « c'est bien, on a bien tout reçu, c'est validé, toutes les pièces étaient là, parfait ». Ensuite, il y aura une première commission de la MLF début juin qui en fait statuera sur l'ensemble des dossiers. Et puis ensuite, une fois que la commission MLF aura eu lieu, on envoie un petit listing à l'INSP de Caen qui effectuera la deuxième passe de validation. Mais à chaque moment, vous serez informé d'où vous en êtes et des étapes qui restent à franchir. Tout devrait être finalisé avant que vous partiez en vacances cet été. Donc, vous saurez avant de partir, fin juin, où est-ce qu'on en est et si vous êtes retenu pour l'année prochaine.
Bien, je peux poser ma deuxième question. Merci, Julie. J'ai une autre question. Est-ce qu'il est possible, par exemple, d'avoir déjà des livres ou des choses à lire pendant les vacances? En fait, vu que ça commence en septembre et que pendant les vacances, on a beaucoup plus de temps pour lire, est-ce qu'on peut déjà s'avancer pendant les vacances? C'est vrai que quand je lisais 10 à 15 heures par semaine, ça me paraît énorme quand on a une vie de famille et qu'on a un temps plein en cycle 3. Moi, je me dis, si on peut avoir du temps où on peut déjà lire et voir des vidéos et lire des articles en juillet-août, je me dis, est-ce qu'il est possible déjà de s'avancer pendant l'été? Alors, on vous envoie une sélection d'articles, on va dire de référence, un socle en juillet. On peut vous envoyer un accès à des vidéos, mais qui sont accessibles grand public. Par contre, on ne peut pas vous donner accès à la plateforme avant votre inscription administrative à l'université. Donc, on prépare cette entrée en master, mais par contre, vous n'avez pas la possibilité d'avoir les contenus de cours et de diaporamas avant qu'Olivier vous ait présenté son fonctionnement et surtout que vous ayez vos identifiants pour accéder à cette plateforme de cours. Qui sont des identifiants. C'est exactement le cas de tous les étudiants de l'université de Caen, d'ailleurs. C'est une procédure d'inscription administrative. D'accord. Merci. On prend la question de Mar ou Cal, je ne sais pas quel est le prénom ou le nom et je m'excuse si j'ai mal prononcé. C'était une question par rapport au diplôme précédent, l'inscription. Donc, c'est une reconversion professionnelle. Il y a eu un BTS et puis une 3e année en relations presse et publiques. Mais est-ce que cela suffit pour s'inscrire et pouvoir postuler? C'est aujourd'hui quelqu'un qui a en charge la totalité, qui est responsable pédagogique pour 6 classes de CP et qui est enseignant depuis 3 ans, depuis 4 ans en primaire et qui vient d'arriver au Caire. Voilà. Moi, j'ai envie de dire que c'est tout à fait possible. On a d'autres personnes qui sont exactement dans le même cas de reconversion professionnelle que vous, avec des diplômes équivalents. Donc, vous êtes bienvenus pour vous inscrire. Alors, au niveau de l'organisation et des créneaux horaires, alors on prend bien évidemment en compte le décalage. Donc, souvent, avec Jérôme, le train qui se trouve à Dallas, on ne le voit pas réveillé du tout. Et puis, avec d'autres personnes, ça se passe mieux. Donc, pas d'inquiétude ici pour cette question-là. Et Jérôme, je te laisse la parole. Là, tu es peut-être réveillé. Ouais, ça va. Par rapport à quelle question, du coup, je ne suis pas réveillé. Non, par rapport à l'organisation, parce que cette année, on a dû mettre en place le regroupement avec Dallas en distanciel. Hein. Ça a été c'est plutôt bien passé, je trouve, par rapport à cette question du décalage. Donc, tu peux expliquer comment est-ce qu'on a fonctionné? Oui, alors j'espère que l'année prochaine, on sera quand même en présence. Quand même. Mais bon, on ne sait jamais. Donc oui, effectivement, cette année, le regroupement qui s'organise pour les collègues, je vois Marie, je vois Sophie, là, qui sont sur le réseau MLF America, entre autres, qui s'organise plutôt la semaine de Martin Luther King's Day. Alors, je ne sais pas si c'est décalé, parce que j'ai vu dans ton calendrier que c'était février. Non, j'ai mis ça par rapport aux différents réseaux. Ouais, donc ça s'organise effectivement en présence à Dallas pour l'instant ou ailleurs, hein, ça s'est organisé ailleurs aussi et on l'a fait à distance. Alors pour le faire à distance, eh bien, on s'est adapté aux horaires français aussi parce qu'on a Cécile qui est intervenue, si je ne me trompe pas, Olivier aussi, peut-être Samuel aussi, oui Samuel aussi. Donc on a essayé de mettre en place ça pour que tout le monde puisse, que vous puissiez tous y participer. Et ce qu'on fait aussi, nous, c'est que en amont, on prend contact avec les chefs d'établissement, avec vos responsables pédagogiques pour leur demander de vous libérer sur ce temps-là. Donc, quand c'est à distance, de vous laisser partir. Et quand c'est en présentiel, quand c'est à distance, de vous libérer sur ces heures-là, parce que ce sont des moments importants, ces moments de regroupement. Donc voilà. Et ce que je dis à chaque fois, parce que j'ai les collègues qui sont intéressés par le DU qui m'appellent ici, ce que je leur dis, c'est que non, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir des chats à 3 heures du matin. Il n'y en a pas du tout. Vous prenez, vous le savez, vous prenez en compte tous les décalages horaires.
Donc cette année, on a mis en place à plusieurs reprises ce qu'on a appelé des visioconférences de régulation, parce qu'on s'est rendu compte que c'était important de pouvoir échanger entre plusieurs périodes et pas uniquement au moment des regroupements. Mais par contre, c'était des temps qui n'étaient pas obligatoires, parce qu'on sait que selon les organisations, avec les décalages, c'est pas toujours possible, ou en tout cas, c'est extrêmement contraignant. Donc, je pense que c'est une organisation qu'on va poursuivre, parce que ça a permis à certains et certaines d'avoir des réponses à leurs questions, ou au moins de savoir que c'était possible. Et ça a quelque chose de rassurant, de savoir si vraiment il y a une urgence, on peut se retrouver sur un temps et échanger avec le formateur ou la formatrice et avec les collègues du regroupement. Alors, Cécile et Olivier, je vais vous poser une question qui est une question essentielle, parce qu'on a plein d'expériences, notamment cette année. Ce sont les questions de Céline et de Marion qui se recoupent et qui, en fait, demandent, elles sont titulaires d'un CAPES, et elles nous demandent si elles peuvent s'inscrire. Alors, c'est oui, à condition que vous soyez en responsabilité d'une partie des heures d'enseignement en classe primaire. Je répète, à condition que vous soyez en responsabilité d'une partie des heures d'enseignement tout au long de l'année, pas qu'un tout petit peu, en classe primaire. Tout à fait, parce que c'est vrai que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on vous demande de faire des allers-retours entre ce qu'on propose dans la théorie et votre pratique à vous. Et parfois, c'est très, très compliqué si vous n'êtes qu'en remplacement, par exemple, sur des remplacements très ponctuels, ou si vous êtes juste en accompagnement observation, ça ne vous permet pas de profiter au mieux du contenu qu'on propose. Donc, ça peut être une journée par semaine toute l'année, ou ça peut être des périodes mais très récurrentes, pas forcément sur toute la semaine, mais il faut que vous ayez en charge au moins sur une partie de la semaine, une classe du premier degré. Alors là, il y a plein de questions. Il y a pas mal d'autres questions. Il y en a une qui est de Marine, là, que j'ai sous les yeux, laquelle je peux répondre assez rapidement. Je ne sais pas si vous avez encore parlé au niveau du financement, ça se passe comment? Julie va y répondre tout à l'heure. Et la deuxième question, devons-nous obligatoirement entrer en DU ou attendre l'ouverture? En fait, il n'y a plus de DU maintenant, on va directement ouvrir le Master 1. Et ce n'est pas parce que vous avez déjà un Master 1 que ça vous dispense de l'obtenir. En fait, la formation que Cécile et Olivier vous présentent, Cécile, là, ici, c'est celle qui est positionnée en Master 1. Si ensuite vous cherchez à obtenir un Master, il va falloir d'abord faire ce Master 1, puis bifurquer sur un Master 2. Mais le Master 2 du parcours EFE que nous proposons ne sera pas ouvert à n'importe quel candidat qui dispose déjà d'un Bac plus 4. On va le réserver effectivement aux candidats qui sont passés soit par les DU, soit par les M1 EFE que l'on porte à l'université. Et puis pour terminer sur la question que vous posiez, Marine, sur le financement, il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est votre établissement qui finance à 100%. Première possibilité. La seconde possibilité, c'est un autofinancement. On en a tous les ans. Vous décidez de financer vous-même votre diplôme. Certains le font parce qu'ils préfèrent être libres et ne pas avoir à rendre des comptes à l'établissement. Quand je dis rendre des comptes, c'est que souvent les établissements vont demander en fait une contrepartie, un engagement sur 3 à 5 ans. Et troisième possibilité, c'est un peu des deux, c'est-à-dire que votre établissement va financer à hauteur d'un pourcentage le master et vous allez en financer une autre partie. Ça, c'est à voir de manière complète avec votre établissement. Ce soir, quand vous allez recevoir la totalité des liens pour l'inscription, tout sera expliqué en fait derrière les différents documents qu'on vous propose de nous renvoyer pour valider votre inscription. Je me permets, si je peux, parce que je vois il y a une question et c'est plutôt pour Samuel effectivement, et je sais que cette question m'a été posée aussi par mail. C'est une question de Myriam que je salue, que j'avais longtemps que je n'avais pas vue, qui était titulaire du DU il y a quelques années. Et je sais que cette question m'a été posée. Est-ce que les gens titulaires du DU il y a quelques années, donc c'était encore à l'époque où il y avait formation initiale et continue, est-ce qu'ils pourront continuer en M2, Samuel? Je sais que cette question m'a été posée par mail aussi à quelques reprises.
Oui, oui, on l'a dit tout à l'heure dans la réunion pour les seconds degrés, effectivement. Donc là, on va le redire aussi au public qui est présent ici. Bonjour Myriam. Oui, en fait, on ne va pas délivrer le Master 1 rétroactivement, mais par contre, on autorisera systématiquement tous les détenteurs du DU formation continue ou formation initiale MLF, premier degré et formation continue second degré, à s'inscrire en M2 EFE, puisque c'est la deuxième année du master, ce qui à la fin leur permettra de valider un master, donc de la 4e mention des Master MEF de l'INSPE. Et du coup, j'en profite, Samuel, désolé, juste parce que c'est une question aussi qui m'a été posée, et peut-être ça intéresse du monde ici, des personnes qui auraient fait un autre DU, par contre, eux ne peuvent pas, un autre DU enseignement métier à l'étranger, comme il en existe dans d'autres universités, ne pourraient pas continuer en Master 2. Alors, ne peuvent pas, c'est pas catégorique. D'accord. Pour l'instant, on connaît assez peu les effectifs. C'est pas un nom catégorique du tout. En fait, il faudra pas hésiter à en faire la publicité. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne nous l'ouvre pas à la rentrée, hein, comme on a pu le dire tout à l'heure, mais on va l'ouvrir dès l'année prochaine. Ça va dépendre uniquement de nos possibilités d'encadrement, parce que là, il en va quand même de pouvoir encadrer un mémoire de master. C'est aussi conséquent comme travail. Donc, bon, il va falloir qu'on réfléchisse vraiment à la quantité d'étudiantes et d'étudiants qu'on peut prendre en Master 2. Mais pourquoi pas, hein, il faut vraiment considérer que c'est une continuité possible à l'issue de ces anciens DU qui sont maintenant placés en M1. Mais ce ne sont pas les seules sources de recrutement pour ce Master 2. Merci. J'ai vu plusieurs fois la question, je ne sais pas si ça concerne la même personne, mais sur le fait d'être assistante d'éducation en temps complet. Donc c'est la même chose que ce qu'a évoqué Julie, hein. C'était le cas pour une étudiante, c'est le cas pour une étudiante du groupe de cette année, qui est donc assistante d'éducation en Espagne, mais qui peut prendre en charge la classe dans la semaine, tout au long de l'année, avec une régularité, et donc elle la prend en charge toute seule. Donc elle peut et elle profite très bien du DU. Par contre, si c'est assistante d'éducation sans jamais avoir en charge une classe du premier degré, ce n'est pas possible. Donc ça dépend du cas de figure en fait. Et puis pour Céline, pour continuer dans ce que tu dis, Cécile, Céline, vous êtes actuellement sur une classe de CP en protocole Covid. Je ne sais pas ce qui est sous-entendu quand vous dites ça ne va pas être bon pour moi. Sous-entendu, si vous êtes sous protocole Covid ou si vous avez encore une classe de CP l'année prochaine, c'est tout à fait bon. Donc j'imagine que vous êtes en train de nous dire que potentiellement vous n'auriez plus rien. Non, vous m'entendez? Oui, Céline. Oui. En fait, je fais du Flesco en primaire, mais on m'a demandé, avec le Covid, d'être référente d'une classe de CP. Donc, j'ai ma première expérience. Moi, je suis du secondaire, j'ai un CAPES dans le secondaire. C'était ma première expérience d'avoir une classe à l'année. Donc, j'ai 20 élèves, une classe bulle de CP, et ça a été une révélation. Et puis, bon, quand je vais retourner peut-être au Flesco après le protocole Covid, j'ai pas envie que mon expérience parte comme ça aux oubliettes, parce que ça a été très intense et magique avec les CP. Et je ne sais pas si je vais refaire, je ne sais pas comment va évoluer la crise sanitaire, mais je suis quand même destinée au Flesco avec mon poste. Céline, si je reconnais la voix, vous êtes à Alicante? Oui, voilà, c'est moi. Ah, bah oui, c'est toujours le Flesco. Voilà. C'est la voix que j'ai reconnue avant le Flesco. En fait, je m'avance un peu, mais je pense que pour avoir vu la disposition de l'établissement dans lequel vous êtes, vous avez déjà des élèves à charge. Pour Olivier et pour Cécile, rappelez-vous Doris, elle a exactement le même profil que Doris qui a fait elle a exactement les mêmes fonctions que Doris à Seattle qui a fait le DU il y a quelques années. Oui. Donc, on a une collègue qui est exactement dans le même cas que vous, qui a fait ce DU-là, avec la position qui était la sienne où elle était. Ce qu'on avait négocié, c'est qu'elle intervienne 1 heure par semaine dans des classes de CP. C'est étrange d'ailleurs, enfin, elle intervenait 1 heure par semaine dans une classe de CP, en fait, d'une collègue à elle. Ah, d'accord.
parce que je connais donc des collègues à Alicante d'anglais qui font cette année le DU, donc ça peut être aussi un prof de langue qui a des classes de primaire en anglais. Donc je me suis dit peut-être que moi en Flesco en primaire, c'est la même chose. Vous Je sais pouvez. pas. Ouais, d'accord. Donc, il y a une question sur les regroupements. Comment et où se déroulent les regroupements? Donc, ça fait 2 ans que le parcours second degré est ouvert et qu'on a eu la possibilité d'organiser une journée interdegré. Donc, en règle générale, on l'organise entre la dernière semaine de janvier et mi-février. Alors, c'était particulier cette année en raison de la crise sanitaire, mais on s'arrange pour faire 2 jours et demi en présentiel avec tout le parcours premier degré, qui se chevauche sur 2 jours et demi en présentiel pour le parcours second degré, ce qui permet d'avoir une demi-journée interdegré d'échange, toujours pareil, de travail en coopération entre enseignants du premier degré et enseignants du second degré. Et où se déroule-t-elle? Alors là, c'est au choix et à la décision des référents Mission laïque française. Tout dépendra des inscriptions, en fait. Il devrait y avoir possiblement des regroupements dans différentes zones en fonction du nombre d'inscrits. On pourra répondre en juillet. Voilà. Je sais que des fois, l'inquiétude, les gens pensent en disant « Oh là là, est-ce qu'on va devoir aller en France? Est-ce qu'on va devoir… » Non, normalement, on reste dans la zone, par exemple ici, MLF America. Oui, tout à fait.